Voilà, je vous présente sur ma gauche Monsieur Frédéric Le Bougonnec, qui vient du groupe Veolia, du groupe SARP plus particulièrement. Et sur notre droite... Alors, Daniel Martin, qui est référent énergie renouvelable de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain. Et Pierre Berger, qui va se présenter, non? Directeur général des services techniques du SICTOM. Voilà. Le SICTOM, c'est la collectivité qui traite les déchets de Paris et de la Petite Couronne. Voilà. Très bien. Voilà, avec ma collègue, on va vous introduire un peu les deux technologies qu'on veut présenter et voilà, donner l'occasion aussi à nos trois intervenants de témoigner un peu de leur intérêt par rapport à leurs déchets. On va essayer de vous expliquer voilà, quel type de déchets chacun gère dans son entité et pourquoi voilà, autant la pyrogasification que la gasification hydrothermale sont des technologies potentiellement intéressantes pour transformer leurs déchets en gaz. On va commencer avec ma collègue Clotilde qui va parler très rapidement de la pyrogasification. Voilà. Alors, avant de parler de pyrogasification, on voulait vous présenter le panorama des gaz renouvelables et bas carbone. Donc, en matière de production de méthane de synthèse en remplacement de gaz fossiles, il y a 4 filières qui sont complémentaires. Alors, vous connaissez la filière classique qui est largement industrialisée, qui est la filière méthanisation, et qui est déjà complètement industrialisée. Il y a plus de 10 TWh de méthane injecté sur les réseaux de gaz naturels. Il y a 2 nouvelles filières qui sont en phase d'industrialisation, alors qui sont la filière pyrogasification pour injection et la filière gasification hydrothermale. C'est de ces 2 filières-là dont on va vous parler plus spécifiquement aujourd'hui. Et puis une 4e filière qui est la filière Power to Methane, qui a un intérêt parce qu'elle va pouvoir utiliser notamment le CO2 qui peut être issu des 3 premières filières pour pouvoir produire à partir d'hydrogène, produire du méthane injecté dans les réseaux. Les perspectives de ces 4 filières-là sont importantes. À 2050, un scénario a été estimé avec c'est là qu'on voit les complémentarités. La filière méthanisation avec un potentiel de 130 TWh, la pyrogasification avec 90 TWh de production de gaz renouvelable et bas carbone, la gasification hydrothermale 50 et la power to méthane 50 MWh. Donc un potentiel de décarboner complètement le mix gazier d'ici 2050 et donc de faire perdurer des usages gaz avec des usages complètement décarbonés, d'où l'intérêt pour travailler à l'industrialisation de ces filières. Alors la pyrogasification, c'est vraiment une solution de valorisation de résidus solides, secs, qui, dans le respect de la hiérarchie de traitement des déchets, sont peu ou mal valorisés et donc finissent soit incinérés, enfouis, voire exportés. Donc la pyrogasification, c'est vraiment une solution complémentaire, alternative au traitement de ces déchets pour valoriser sous forme énergétique ces déchets. Quand on parle de déchets, on parle de différentes typologies de déchets qui sont complètement différents des déchets de la méthanisation, puisque ce sont des déchets qui ne sont pas méthanogènes. La biomasse, donc biomasse propre, des résidus agricoles, sylvicoles, de la plaquette de bois. Donc c'est du bois non pollué qui va donner lieu à du biométhane. Ensuite, des déchets à proprement parler, donc des déchets avec des composantes biogéniques importantes et qui vont aussi donner lieu à du biométhane. Donc là, on va parler plutôt du bois B, de déchets d'ameublement, et puis également certains résidus ou déchets d'industrie, comme la papeterie par exemple, et puis des déchets non biogéniques avec une composante non renouvelable, tels des refus de tri, du plastique, des CSR ou des pneus, qui donnera lieu donc à du gaz bas carbone. Voilà, donc la pyrogasification s'adresse vraiment à énormément de typologies de déchets qui sont complètement complémentaires à la méthanisation, ce qui en fait une filière à proprement parler intéressante. Donc une fois qu'on a ces déchets, que fait la pyrogasification ? La pyrogasification, c'est donc un traitement thermochimique, c'est pas biologique, c'est vraiment un traitement thermochimique. Haute température, on monte les déchets solides, secs, entre 700 et 1500 degrés, ce qui va casser toutes ces chaînes carbonées pour produire un gaz
qu'on appelle un gaz brut, gaz de synthèse, composé essentiellement de CO, CO2, H2 et CH4, et par une deuxième brique d'épuration et de méthanation, on va reconvertir ce syngaz brut en un méthane qui est complètement compatible avec les réseaux gaziers, donc directement injectable en remplacement du fossile. Il y a déjà eu des pilotes industriels importants qui ont eu lieu. Vous voyez certaines photos de ces pilotes industriels qui ont permis de valider la faisabilité technique et économique de cette filière et qui ont donné les premières données en termes de rendement et de fonctionnement. Donc voilà, ce processus est donc un processus qui est à l'aube d'une phase d'industrialisation, et tout l'enjeu de cette industrialisation, ça va être de trouver le meilleur agencement de toutes ces briques pour maximiser la production et la qualité du gaz injecté. Pour confirmer qu'on est à l'aube de l'industrialisation en 2022, le CSF-NSE avait réalisé un AMI que GRT-Gaz a piloté. L'idée était de pouvoir avoir la cartographie des projets de pyrogazéification pour injection en France, pour pouvoir donner des éléments à l'administration et déclencher des systèmes de soutien à la production pour cette filière. Et l'AMI a été un vrai succès, puisque déjà il y a une cinquantaine de projets qui se sont manifestés et qui ont pu donner lieu à la fois aux typologies de technologies mises en œuvre, aux tailles de projets et également au type de déchets qui allaient pouvoir être mis en œuvre. Et ça a permis de bien valider le fait que toutes les typologies de déchets que nous avons pu identifier sont déjà envisagées, alors principalement biomasse et bois B, mais également déjà quelques projets avec des CSR, et que c'est des projets qui sont vraiment ancrés dans les territoires, à la taille des territoires, et qui participent vraiment à la mise en place d'une économie circulaire. Donc suite à cette AMI, la nouveauté, c'est l'administration qui nous a annoncé le lancement d'un appel à projet avec soutien à la production qui doit sortir fin d'année, début d'année prochaine. Ok, c'est moi qui va continuer. Je vais vous présenter rapidement la gazification thermale. Il s'agit également d'une conversion thermochimique avec une différence majeure, c'est qu'elle fonctionne à haute pression et elle fonctionne à des températures qui sont plutôt en dessous de la pyrogazification. Et on se situe entre 400 et 700 degrés. En fait, il y a deux familles de technologies, une à catalyse, qui a justement la fonction d'abaisser la température de réaction autour de 400-450 degrés et qui génère, vous le voyez en bas du tableau, un gaz très riche en méthane. On peut monter jusqu'à 70% de méthane dans le gaz de synthèse, un peu d'hydrogène et sinon du CO2. Et la deuxième famille, elle est à haute température. Là, on va monter plutôt entre 550 et 700 degrés. Et on va générer un syngaz plus équilibré dans le sens qu'on a moins de méthane, mais plus d'hydrogène. On a à peu près le même ordre de grandeur de CO2. Et on peut avoir aussi des hydrocarbures plus élevés, type éthane, butane, propane. Mais ce sont des molécules que vous trouvez également dans le gaz naturel. On va dire que ça n'a aucun impact sur le consommateur. Alors, la spécificité de cette technologie, voilà, elle fonctionne à haute pression et justement, elle cherche les conditions de l'eau supercritiques. En fait, on dépasse le point critique de l'eau à 374 degrés et 221 bars. Et c'est là où l'eau change complètement ses propriétés et permet justement de séparer les inorganiques, c'est-à-dire tout ce qui est minéraux, métaux. Ça veut dire vous pouvez récupérer du phosphore, du potassium, tout type de métaux. Et ça se fait, vous le voyez dans le schéma, en amont du gazifieur lui-même. En fait, dans le gazifieur, vous avez plus que le fluide carboné qui rentre et entre 85 et presque 100% du carbone est transformé en syngaz. Et en sortie, vu que la réaction se passe très rapidement, le fluide qui est en base liquide, en grande partie il est gazifié, il reste un petit résidu liquide qu'on peut récupérer et dans lequel vous trouvez de l'eau et de l'azote sous forme d'ammonium. Ça veut dire que c'est un fertilisant qui peut être utilisé directement. Voilà, les atouts de la technologie sont un très haut taux de conversion de carbone, parmi les plus hauts qu'on connaît, un rendement énergétique quand même plutôt élevé, malgré tout, le fait qu'il faut apporter de l'énergie dans le système, on reste à des rendements très élevés, entre 75 et 85%. On élimine tout ce qui est pathogène, virus, bactéries,
des restes de médicaments, des choses comme ça, tout ça c'est détruit. Et on garde ce qui est valorisable, ce qu'il faut qu'on récupère, hein, les minéraux, les métaux, etc. Voilà, on a des nombreux coproduits à côté du gaz. Et on arrive quasiment à supprimer les déchets ultimes. Bien entendu, ça dépend des déchets. Parfois, on peut avoir quelques résidus type métaux lourds, mais c'est quand même plutôt l'exception. Et ce qui est intéressant, on génère aucun impact sur l'environnement, c'est-à-dire il n'y a pas de gaz atmosphérique. Voilà, c'est un système fermé. Tout le gaz qui est produit, soit il est injecté dans le réseau, soit s'il y a un résidu CO2, on le récupère et on essaie de le valoriser, de le transformer dans un carbone soit valorisable dans l'industrie, soit dans l'agriculture, des serres ou pour vous dire des microalgues. Voilà. Au niveau des déchets, cette technologie s'adresse à une multitude de types de déchets. J'ai essayé de vous afficher un peu tout type de déchets auxquels on s'adresse aujourd'hui. Ils peuvent venir du monde agricole, ils peuvent venir des municipalités, et on va avoir des témoignages ici tout à l'heure. On peut avoir des déchets industriels, notamment de la chimie, de la pétrochimie, de la pharma, mais aussi des papetiers par exemple, et de l'agroalimentaire. En dernier, qui génèrent pas mal de déchets qui sont en première vue plutôt d'origine biomasse, mais qui peuvent être pollués par des emballages, du bout de plastique, des papiers, etc. La gasification éthanol peut convertir. Et vous voyez qu'en fonction de l'origine des déchets, s'il est complètement biomasse, s'il est mélangé avec des origines fossiles type emballage plastique, des choses comme ça, voire qui est complètement fossile, ce qui est souvent le cas dans la chimie ou la pétrochimie, on génère différents types de gaz, mais on peut tous les rendre conformes à la typologie du gaz naturel, c'est-à-dire pour le consommateur final, rien ne change, il utilise son équipement comme il le fait aujourd'hui. Au niveau de la feuille de route ou les premiers pas de la technologie, c'est une technologie qui à la porte d'ouvrir l'industrialisation. On a déjà à l'étranger avec SCW Systems un premier acteur qui, fin d'année, va mettre en œuvre sa première installation industrielle qui fait 20 MW et qui traite jusqu'à 120 000 tonnes de déchets. Vous voyez qu'on a différents acteurs, le CEA comme entité scientifique. On a Vinci Environnement et Lourelotz qui sont les deux chevaux de développeurs en français. Et voilà, on s'apprête à également, comme la pyrogasification l'a fait l'année dernière, un appel à manifestation d'intérêt qu'on veut lancer d'ici le premier semestre l'année prochaine. Et d'ailleurs, pareil, convaincre l'administration qu'elle nous met en place un mécanisme de soutien pour que cette technologie, cette filière puisse se développer également en France et pas qu'à l'étranger. Et voilà, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur en termes de timing, 2026-2027, les premiers projets industriels. Et on espère d'ici 2030 avoir une soixantaine de projets qui sont capables d'injecter 2 TWh. Voilà, on va passer à nos invités. Alors, je crois que c'est encore moi. Il faut que je sorte ma première question. Voilà, elle s'adresse à Monsieur Le Bourguenec. Voilà, vous êtes directeur innovation du groupe SARP et vous avez accès à toute une panoplie de déchets. Voilà, la question, c'est un peu de nous expliquer un peu très rapidement quels sont les types et les quantités de déchets auxquels voilà, vous êtes confrontés et que vous gérez à travers votre activité. Alors bonjour à tous. Alors SARP, c'est une des composantes du groupe Veolia qui s'occupe de l'entretien des réseaux d'assainissement et tous les ouvrages d'assainissement. Donc au travers de cette activité, les déchets que j'imagine pouvoir intégrer cette filière-là sont des déchets qui sont en général collectés en très petite quantité un petit peu partout. On va parler des graisses alimentaires qu'on va collecter dans les villes auprès des restaurateurs. On va parler aussi, par exemple, de l'assainissement non collectif où on a des boues qui peuvent être intéressantes, pareil, disséminées sur le territoire. On peut avoir aussi comme troisième ouvrage, on appelle ça des séparateurs hydrocarbures. C'est voilà, un piège à hydrocarbures que l'on trouve dans les rues, mais disséminé aussi un petit peu partout. C'est à chaque fois des toutes petites quantités. C'est des volumes d'1 mètre cube, 2 mètres cubes, 3 mètres cubes. Alors, certains sont beaucoup plus grands, mais la majorité des ouvrages, c'est ça, 80% des ouvrages sont inférieurs à 5 mètres cubes. Et donc, l'idée de ces déchets, qui représentent plusieurs centaines de millions de tonnes,
de milliers de tonnes, pardon, oula, centaines de milliers de tonnes. Voilà, c'est de pouvoir les regrouper et de pouvoir en effet essayer d'intégrer cette filière-là. Voilà, une question qui suit. Quels sont vos principaux enjeux justement auxquels vous devez faire face avec cette typologie des déchets? Quelles sont vos contraintes alors, pour quelles contraintes vous cherchez encore une solution? Alors nos principaux enjeux, c'est réduire l'impact du traitement de ces déchets. Un des principaux impacts, c'est le transport. Donc on les collecte un petit peu partout, on les regroupe et puis ensuite ils se disséminent dans des grands centres de traitement, bien souvent. Mais un des principaux impacts, c'est celui-là. C'est limiter le transport de ces déchets qui peuvent être parfois même transfrontaliers. Le deuxième impact que l'on cherche à couvrir par la gazification hydrothermale, c'est la meilleure valorisation de ces déchets. Aujourd'hui, certains vont déjà en centre de méthanisation, mais pour beaucoup, ils finissent soit en grosses stations d'épuration ou dans des gros centres, mais ne sont pas valorisés. Et un des gros enjeux, c'est vraiment ça, c'est la valorisation du déchet de la meilleure manière qui soit. Merci bien. Voilà, on va changer d'interlocuteur. On va changer d'interlocuteur et donc du coup, Monsieur Isberger, on va vous poser à peu près la même question. Quelle est votre activité? Sur quel type de déchets? Quelles sont les contraintes auxquelles vous devez faire face actuellement dans votre activité? Alors le SICTOM, on gère 2 300 000 tonnes de déchets ménagers par an. C'est un peu plus de 7 000 tonnes par jour. On a 11 000 véhicules qui sont immatriculés dans nos bases de données. Donc on a une grosse activité puisqu'on traite les déchets ménagers de 6 millions d'habitants. Alors notre sujet, c'est le fait que l'activité de gestion de déchets, c'est une activité qui est poussée, c'est-à-dire que les tonnes, elles arrivent tous les jours. Que les usines elles soient en capacité de traiter ou pas, les tonnes arrivent quand même. On n'arrête pas la collecte. On ne dit pas aux collecteurs vous allez garder les déchets dans les bennes parce qu'aujourd'hui l'incinérateur il marche pas. Donc on a cette contrainte là qui est forte et donc on cherche forcément à augmenter la fiabilité de l'outil de traitement. Et pour augmenter la fiabilité de l'outil de traitement, il y a deux manières de procéder. La première, c'est d'essayer de transformer le déchet plutôt en combustible, c'est-à-dire un combustible qui aura une qualité relativement homogène. Parce qu'aujourd'hui, notre grosse source de panne, de fortuit, c'est lié à l'hétérogénéité des déchets. Je ne vais pas vous faire la liste de ce qu'on peut trouver dans les déchets ménagers, mais quand vous avez un carter de moteur de poids lourd qui arrive, quand vous avez... on ne va pas parler des bombes de protoxyde d'azote, tout ça. Tout ça, ça génère beaucoup d'incidents dans les usines et donc des arrêts potentiels et donc un risque de rupture de la quantité de service. Donc si demain on arrive à préparer les déchets pour en faire un combustible, on pourra utiliser ce combustible quand on a besoin de l'énergie liée à ce combustible et pas parce qu'il faut absolument traiter le déchet au fil de l'eau où il arrive. Du coup, voilà pourquoi on s'intéresse à ces technos-là. Et puis on s'intéresse aussi à ces technos parce que demain, on va renouveler aussi nos installations. On a 3 incinérateurs qui sont de 3 générations différentes. Donc on réfléchit forcément aux technologies de demain quand il faudra prendre les décisions de remplacer ces usines-là. Et donc les technologies qui vous ont été présentées font partie du scope de réflexion qu'on peut avoir. Et puis on produit beaucoup d'énergie avec les déchets. Le SICTOM, on produit 3 TWh de chaleur, donc c'est l'équivalent de la consommation de 300 000 logements. On chauffe tous les hôpitaux de l'assistance publique hôpitaux de Paris, tous les grands musées parisiens sont chauffés avec l'énergie des déchets. Demain, sans l'énergie des déchets, les Parisiens risqueraient d'avoir froid l'hiver, si tant est qu'on a encore des vrais hivers, c'est un autre sujet. Et donc, le vecteur énergétique est aussi un sujet important, et nous, on croit très fortement au vecteur énergétique gaz, parce que c'est plus facile de transporter de l'énergie dans un réseau de gaz que d'étendre des réseaux de chaleur, qui sont compliqués à mettre en œuvre, qui sont coûteux, même si on vend beaucoup de chaleur dans le réseau de chaleur francilien, parisien principalement, mais qui sort aussi des limites de la ville de Paris. Donc on croit beaucoup à ce réseau-là, mais on sait aussi que le réseau de gaz est très important. Et puis, vous le savez peut-être pas, je le rappelle régulièrement, mais le réseau de distribution de gaz, il appartient aux collectivités. Pas celui de transport de GRT Gaz, mais celui de distribution, il appartient aux collectivités. Donc c'est un bien public qui est très bien entretenu et qui donc a une valeur
Et donc, ça serait quand même un peu dommage que dans la transition énergétique de nos territoires, on fasse la croix sur ce système de transport de l'énergie, mais aussi de stockage, puisque finalement, on peut aussi stocker de l'énergie dans ce réseau. Et donc, voilà pourquoi ces technos, elles sont finalement, nous, au centre de 3 ou 4 enjeux stratégiques et de préoccupations sur lesquels on travaille actuellement. Merci Pierre. On va passer à Daniel. Quelle est votre situation vis-à-vis des déchets? C'est peut-être un peu différent. On n'est plutôt en centre urbain, on est plutôt en région rurale. Et quelle est la problématique des déchets associée à votre situation? Bien, bonjour à tous. Donc Daniel Martin. Mais on s'occupe pas de tous les déchets industriels. On a des grandes zones industrielles. On a la plus grande zone industrielle de Rhône-Alpes aujourd'hui avec le SMPA. Et donc, ces déchets-là, ils sont traités directement par les industriels. Par contre, tout ce qui est déchets TP, non plus, on les suit pas, mais c'est quand même 270 000 tonnes aussi. Alors, pourquoi on s'est intéressé à ces déchets? Aujourd'hui, on a l'obligation de moins enfouir, puisque ça coûte très cher, on a des taxes qui augmentent, et puis on a aussi cette volonté de diminuer les coûts, parce que vous le savez tous qu'aujourd'hui, comme on est sur un territoire très éloigné, moins vaste que le vôtre, mais quand même, on a moins de camions. Mais on a quand même beaucoup de transports. Et aujourd'hui, le point de collecte, qui n'est pas sur notre territoire, mais qui est juste à côté, c'est un choix qui a été fait par nos prédécesseurs, mais ils n'en avaient pas beaucoup d'autres. C'est à plus de 50 km. Et en fin de compte, aujourd'hui, le coût du transport devient énorme. Et on veut justement chercher des solutions par rapport à ça. Donc aujourd'hui, les énergies nouvelles sur lesquelles on travaille avec Olivier, qui est ici présent, il y a plusieurs axes. C'est le premier qui va bien, c'est tout ce qui est solaire, voilà, qui nous amène. Et puis après, c'est tout ce qui peut aussi la méthanisation, mais agricole. Et là, quand on sait que les méthaniseurs aujourd'hui, lorsqu'on veut les installer, c'est pas évident. Et la législation aujourd'hui, qui s'est compliquée un petit peu par rapport aux intrants que l'on met dans les méthaniseurs, font que pour les installer, c'est pas si évident que ça. Et par rapport donc il y a ça. Et puis derrière, justement, nos déchets, les autres déchets, on s'est dit pourquoi pas en faire du gaz. Voilà. C'est pour ça que la pyrogasification, finalement, ça adresse d'autres déchets, des déchets peut-être moins concernés par la méthanisation, mais qui vous permettraient de grandir la production du gaz et de résoudre toute la problématique finalement de stockage aussi dans les réseaux et d'utilisation dans les transports. C'est cela? C'est cette idée-là qui nous a fait réfléchir, mais c'est aussi, sans trop parler de moi je viens du monde agricole et on apprend à pas tout mettre les œufs dans le même panier. Et on se dit que l'énergie de demain, elle sera pas forcément qu'électrique, qu'il faudra bien avoir un mixte, et c'est toujours le mixte qui nous a permis, aussi bien dans tous les métiers, d'évoluer et de garder une certaine résilience par rapport aux différents éléments. Donc, comme nous, la communauté de communes, en partenariat avec le groupe Séché, GRT Gaz, et aussi on a voulu créer un groupe de recherche, donc avec l'INSA, Provanems, sur lequel on a voulu développer. Et on s'est dit que tous ces déchets qui sont ni méthanisables ni autres, elles pourraient avoir demain une ressource en énergie. Et on sait que l'énergie du gaz, dans lequel, alors nous, on est bien placé aussi dans le département de l'Ain, puisqu'on a Étré pas très loin avec le stockage et c'est là. Donc on sait que le gaz, c'est aujourd'hui stockable, c'est aussi une source, et que si tous ces déchets, on pouvait les transformer. Donc on est parti à innover sur ce dossier-là. C'est le cadre du projet Pleine Énergie qui est actuellement... Alors Pleine Énergie est né justement de ce groupe de travail à travers la méthanation. Donc on en était au projet recherche à l'INSA à Lyon. Et puis maintenant, il faut passer à la solution industrielle. Et là, on rencontre plusieurs soucis. Déjà, les premières études datent de plus d'une dizaine d'années.
Et la caractérisation des déchets d'il y a 10 ans et d'aujourd'hui ne sont plus tout à fait les mêmes. Et c'est vrai qu'il faut refaire des caractérisations pour pouvoir se trouver avec le bon ingrédient à mettre dedans. Donc aujourd'hui, on a un centre d'essai dans les Vosges sur lequel on est aux prémices de la mise en route, puisqu'il y a encore les petits réglages qui vont se faire. On va certainement organiser une visite très bientôt. On en est là et on espère que le plus vite possible, on pourra mettre en route. Et l'enjeu, c'est de vérifier que la pyrogazification permette de gérer beaucoup de déchets différents le plus possible avec des bons rendements dans les bonnes conditions. Voilà. C'est notre objectif. Et Pierre, du coup, comment le SICTOM s'organise vis-à-vis de la pyrogazification? Quels enjeux et comment l'entreprise voit les choses? Alors, déjà, on est très actif dans les travaux du club pyrogazification. Donc, on est dans le réseau des acteurs pour se tenir au courant. Donc, dès qu'il y a un nouveau pilote qui met en service, forcément, on va voir, parce que ça nous intéresse toujours. Et puis, on a nous-mêmes notre propre démarche de pilote industriel, puisque cette techno-là, elle nous intéresse aussi par rapport spécifiquement à la fraction organique des déchets ménagers. Alors, on sait que l'Union européenne et forcément l'État français a une stratégie donc, de tri à la source des déchets alimentaires, avec une obligation de tri au 1er janvier qui arrive là. On sait très bien que forcément, et on connaît sur les emballages, le tri aura une certaine efficacité, donc on continuera à avoir de la matière organique dans les déchets résiduels. Et donc notre idée, c'était de dire qu'est-ce qu'on va faire de cette matière organique dans les déchets résiduels, est-ce qu'on va continuer à l'incinérer ou pas? Et en sachant que cette matière organique, comme elle a été en contact avec d'autres déchets, elle sera impropre au retour au sol. Et donc, quand on dit matière organique impropre au retour au sol, on pense tout de suite à la pyrogazification parce que là, on a un taux de conservation du carbone dans le gaz qui est quasiment total. Et donc, voilà la réflexion qu'on a eue. Et puis, on a eu une réflexion aussi avec nos collègues de l'assainissement. Donc là, c'est une autre grande maison de l'Île-de-France, le SIAP, qui gère les eaux usées de l'Île-de-France. Et on s'est dit, mais en fait, eux, ils ont des bouts d'épuration pour lesquels aussi leur stratégie de retour au sol est aussi questionnée parce que c'est compliqué. Ils ont des très gros gisements. Ils vont très très loin. Ils vont à 300 km de Paris pour épandre et tout. Donc ils savent que demain, sans forcément réduire l'épandage à zéro, il y aura un sujet là-dessus. Nous, on a notre matière organique issue de déchets ménagers. Et donc, on a lancé un projet commun qui s'appelle Cometa, qui est un projet de recherche dans lequel on recherche à identifier les synergies possibles entre la matière organique provenant des bouts d'épuration et celle provenant des déchets ménagers. Et donc, on a lancé un truc quand même assez gros, puisqu'on a passé 4 contrats en parallèle avec des équipes de recherche et développement, et que là, on finit la construction de 2 pilotes industriels qui sont des grosses machineries, puisque c'est quasiment 10 millions d'euros sur chaque pilote investi. Et donc, on va démarrer ça là très prochainement. Et dans ces pilotes industriels, il y a un étage justement de méthanisation classique de ces matières organiques et un étage de pyro pour justement transformer en gaz le restant du carbone qui lui n'est pas dégradé par la méthanisation. Donc on a, j'allais dire, ça y est, on va avoir vraiment un pied dedans avec 2 pilotes industriels qui vont mettre en œuvre ce type de techno. Et puis en parallèle, on réfléchit aussi sur d'autres flux que sont les refus de collecte sélective, voilà, d'une manière plus large. Voilà. Et puis la gazification hydrothermale aussi? Alors la gazification hydrothermale, effectivement, je vais en dire 2 mots quand même. Alors, il faut faire un peu de chimie quand même. C'est-à-dire que tous ces gisements-là qui contiennent du carbone, pour pouvoir faire du méthane, donc c'est un atome de carbone, il faut donc 2 molécules d'hydrogène pour faire CH4. Et souvent, il n'y a pas assez d'hydrogène dans tout ça. Et donc c'est pour ça que quand vous faites de la méthanisation, pourquoi on n'a pas plus de méthane dans le biogaz et qu'on a tout ce CO2 là dont on n'a pas besoin, c'est qu'en fait on n'a pas assez d'hydrogène dans le déchet. Et le gros avantage de la gazification hydrothermale, c'est que l'hydrogène est dans l'eau. Donc ça ramène l'hydrogène, première chose. Et puis deuxième chose qui est aussi intéressante, c'est qu'on va aussi potentiellement avoir demain des gisements à gérer du type soupe de déconditionnement de produits alimentaires emballés. Donc vous savez, quand vous avez des invendus, des yaourts dont la date est dépassée, tout ça, il faut traiter ça.
Et donc, on va séparer la partie emballage de la partie matière organique. Et quand on fait ça, on n'a pas la garantie à 100% qu'il n'y ait pas un peu de plastique qui parte avec la partie organique. Et comme on se rend compte maintenant réellement des impacts sanitaires, du retour au sol potentiel de ces microplastiques, la gasification hydrothermale, comme l'a dit Robert, ben là on est tranquille, tous les microplastiques, tout ça on oublie, tout ça va être transformé en carbone. Et donc c'est aussi une solution vachement intéressante pour traiter des matières organiques moins nobles qui ne pourront pas revenir au sol par précaution, et on le comprend, parce que nos agriculteurs ils ne sont pas là pour recycler des trucs de mauvaise qualité. Hein. Il faut aussi que nous, les gestionnaires de déchets, on leur apporte la preuve que ce qu'on leur confie, c'est bon pour leur champ, parce qu'ils sont là pour nous nourrir, pas pour gérer nos déchets. Et donc tous ces produits pour lesquels on ne pourra pas garantir un niveau de qualité suffisant, ils peuvent très bien fonctionner dans la gasification hydrothermale. Et alors évidemment des produits plutôt humides, mais pas forcément, notamment des produits où il y a plein de particules, de choses de petite taille. C'est tout à fait adapté et j'ai pu m'en rendre compte dans un pilote en Suisse là récemment. Donc c'est pas forcément ce qu'on va utiliser nous pour les déchets ménagers, mais en tout cas pour tout un tas de résidus organiques, ça me paraît être une technologie vraiment d'avenir. Très bien, merci. Merci beaucoup. J'espère que Frédéric, vous avez encore assez de Assez de déchets, d'arguments et de déchets pour répondre. En tout cas, voilà, je vous pose un peu la question. Voilà, on a compris que vous avez un large panel de types de déchets assez diversifiés. Voilà, comment vous voyez la gasification hydrothermale répondre à ces déchets-là. Qu'est-ce que vous voyez comme enjeu et comme réponse à vos contraintes? Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est essayer de faire de la valorisation au plus près de la production des déchets, éviter de faire du transport pour rien et donc de pouvoir demain monter des petites installations de gasification hydrothermale. C'est l'enjeu et l'ambition que l'on vise. Le gros intérêt, c'est bien évidemment le taux de transformation en CH4 de la matière organique qu'on collecte en toute petite quantité. Et puis, derrière cela, moins de transport, plus de valorisation. Et puis, les promesses de la gasification hydrothermale avec cette souplesse d'exploitation. Alors, bien évidemment, c'est aujourd'hui tout l'enjeu des tests que l'on doit pouvoir faire, c'est quelle est la capacité de gérer la variation des déchets dont on parlait tout à l'heure, parce que le déchet, même liquide avec 80% d'eau, ce qui est à peu près ce que l'on collecte, reste aussi très variable. Donc comment est-ce qu'on va gérer ça et est-ce que la gasification hydrothermale est capable d'accepter ces évolutions dans cette variation de déchets? Okay. Vous voyez d'autres difficultés pour sa mise en place et si oui, est-ce que vous imaginez déjà des réponses Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est la méconnaissance du comportement des déchets dont je viens de vous parler dans ce type de traitement. Aujourd'hui, la biblio, tous les tests, ce sont des choses que l'on doit faire, qu'on a commencé à faire d'ailleurs, pour pouvoir regarder comment ces déchets se comportent dans le process de gasification hydrothermale. On a beaucoup parlé en effet des déchets plutôt municipaux, des déchets liquides, des bouts de steppe, etc. Ces déchets en petite quantité sont un peu les oubliés, mais parce qu'aujourd'hui il y a déjà des filières qui existent et puis en termes de masse, c'est moins important que les déchets municipaux. Mais voilà, comment ces déchets se comportent dans ce process, quelles sont les contraintes d'exploitation, et puis derrière, quelles sont la production de gaz, tout ce qui va sortir, tout ce qui va être produit par la gasification hydrothermale. Ouais. Peut-être juste pour expliquer pourquoi on insiste sur ce point-là, c'est que pour nos deux technologies, qui sont tous les deux des procédés thermochimiques, ils réagissent par rapport à la composition de l'intrant. Ces déchets, ils peuvent être seuls, ça veut dire un monodéchet, mais ils peuvent aussi être mélangés. Et en fonction de leur pouvoir calorifique, ils sont plus ou moins riches en énergie et ça a un impact direct sur la production de gaz. C'est-à-dire, par exemple, pour la gasification hydrothermale, si vous voulez des bouts biologiques qui sont déjà affaiblis en termes de contenu de carbone et vous rentrez à l'autre extrême un solvant chimique, vous pouvez multiplier par 3 la production de gaz au même tonnage traité.
C'est pour ça que les mélanges et la caractérisation de déchets est très important. Ça a des répercussions assez fortes, voilà, en sortie. Comme c'est sur le gaz le cas, ça peut être pareil sur les solides qu'on récupère. Il y a des déchets qui ont plus ou moins de minéraux ou de métaux. Voilà, tout ça, ça a un impact. C'est pour ça que si on respecte pas, on va dire, une certaine homogénéité au départ, hein, il y a une certaine tolérance, mais voilà, à un moment, le système il va dire, bah non, il en a de trop, et le système va s'arrêter ou va se bloquer sur un paramètre. Voilà. Merci pour vos témoignages. Merci à vous. On passe la parole à la salle ici. Si vous avez des questions, voilà, profitez-en. Dans la pyrogazéification, vous commencez par indiquer une montée en température de 700 à 1500 degrés. Ça veut dire qu'il faut une consommation d'électricité ou de gaz ou je ne sais pas quoi pour amener cette température. Ça représente quoi? Alors au départ, pour le démarrage de l'installation, il y a besoin d'un apport d'énergie externe. Et après, selon les technologies, il y a une partie du pouvoir calorifique de l'énergie comprise dans les intrants qui va être auto-consommée pour maintenir la température à la température requise. Et donc, du coup, il n'y aura plus besoin d'apport extérieur. C'est pour une grande partie des technologies de pyrogazéification. Après, il y a certaines technologies dites plus de pyrolyse où il y a un besoin d'un apport électrique, où là, l'apport électrique est un peu plus important. Mais globalement, c'est des technologies qui n'ont pas besoin d'apport externe important puisque l'énergie est comprise dans une partie dans les déchets qui sont gérés. J'ai une deuxième petite question. Le gaz des marais, dans les marais Poitevin, par exemple, quand on se balade, là, ils font un petit gadget, ils remuent l'eau et puis ils brûlent, ils allument des bulles qui sortent, il y a du méthane au fond, au fond des marais. Mais tout ce gaz doit représenter un stock de gaz quelque part ou bien c'est diffus, hein, c'est des choses qui sont complètement diffuses. Je ne pourrais pas vous répondre. Là, je ne suis pas spécialiste des gaz des marais, mais non. Mais il y a beaucoup de marais, donc il y a peut-être beaucoup de gaz en dessous aussi, si quelqu'un a une réponse à apporter, je suis preneuse. Non, à regarder. Autre question? Est-ce qu'on voit des complexités particulières d'un point de vue réseau liées à toutes les unités de pyrogazéification, de gazéification hydrothermale? Pour l'intégration du gaz sur le réseau de gazé, de GRT Gaz ou de GRDF? Absolument pas. Alors, il y a des spécifications associées. Il a fallu adapter un certain nombre de spécifications, mais qui ne posent pas de difficulté. Et puis après, comme pour les unités de méthanisation, en fait, c'est le volume. La question, c'est associé au volume. Non, puisque maintenant, il existe un système qui s'appelle des stations de rebours. C'est-à-dire que sur une antenne où une production de gaz est connectée, si jamais il n'y a pas assez de consommation gaz, le réseau devient dynamique et on peut faire remonter ce gaz sur des branches supérieures, des artères supérieures, voire des unités de stockage. Et donc, il y a de moins en moins de problématiques de saturation de réseau gaz parce que la CRE nous autorise à rendre ce système dynamique pour pouvoir faire circuler le gaz pour faire en sorte que toutes les unités puissent fonctionner au maximum de leur capacité à tout instant. Peut-être juste un complément. Parce que très récemment, avec la société Treatec, qui est un des développeurs de la technologie, on a fait une analyse de leur gaz de synthèse en sortie du réacteur pour pouvoir comparer par rapport aux limites qu'on connaît de la norme gaz naturel. Et on a vraiment analysé en détail très, très précis et on s'est aperçu que leur gaz, à part le CO2 et l'hydrogène, mais ça c'est normal, on va dépasser les seuils qui sont admis dans le gaz naturel, on reste complètement dans le spectre de tous les composants qu'on peut trouver dans le gaz naturel. Ça veut dire déjà leur procédé est, on va dire, tellement propre, si je peux me permettre cette expression-là, qu'à part de réduire le taux de CO2 et d'hydrogène, on est déjà dans la norme. Ce qui a apporté la preuve, c'est la première fois que ça va être d'ailleurs publié. On va sortir un papier commun
avec Triatech, Rice et le Paul Scherrer Institut, qui sera en ligne, qu'on a apporté cette preuve-là. Et voilà, ça témoigne de la performance de cette technologie. Mais le gaz qui va être injecté est complètement compatible avec les spécifications du gaz transité dans les réseaux gaziers et les usages. Bonjour, là on présente hydropyrolyse, on présente la gazéification, mais on parle toujours du travail avec des températures relativement élevées. L'origine de l'énergie là dans ces procédés, du quoi il s'agit, et aussi question coût d'opération et la comparaison avec les procédés connus, qui c'est la biodigestion, la production du biogaz. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu? Alors, je crois que la première partie de votre question correspondait à la question de monsieur précédemment, c'est-à-dire comment on arrive à monter en température. C'est l'énergie, une partie de l'énergie des intrants est autoconsommée pour pouvoir maintenir en température à des températures hautes et à la température requise pour l'opération de pyrolyse et de gazéification. Donc, il n'y a pas d'apport externe pour la plupart des procédés de pyrogazéification. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Le bilan énergétique, les rendements de conversion, en fait, alors suivant les technologies, là, les rendements de conversion, ce qu'on avait pu présenter, c'est qu'effectivement, les premières unités pré-industrielles associées à la pyrogazéification montrent des rendements de conversion énergétique de la puissance des intrants en énergie méthane qui sont relativement importants, puisqu'on arrive à entre 50 et 65% de conversion en méthane. Ce rendement-là est complété également par dans un certain nombre de procédés de pyrogazéification avec un excès de chaleur. Et donc, du coup, il y a également possibilité de valoriser de la chaleur excédentaire au process global qui permet de monter jusqu'à 80-85% de rendement énergétique de l'ensemble de l'installation. Oui, pour la gazéification méthanol, c'est un peu pareil, avec la petite différence qu'il faut un apport énergétique pour compenser les pertes du système. Mais en fait, comme avec la pyrogazéification, vous êtes obligé au départ de démarrer complètement le système. Ça veut dire que vous passez de la température ambiante à la température requise du système, qui est soit à 400-450 degrés, soit à 700 degrés. Une fois le système il est chaud, en fait ça se fait à travers l'eau qu'on chauffe, on n'a plus qu'à compenser les pertes. Et les pertes, c'est l'échangeur de chaleur. Ça veut dire que vous gardez une température nominale que vous assurez par votre système. Et tout le reste dans la chaîne du procédé est alimenté par des échangeurs de chaleur qui forcément doivent avoir un rendement très élevé pour que ça fait sens. Mais on arrive quand même à des rendements de 75 à 85%, ce qui est extrêmement élevé. Ça veut dire qu'on a une perte très faible. Elle est essentiellement thermique parce que la partie électrique, le seul consommateur, c'est la pompe haute pression. Mais vu que c'est un liquide, il faut très peu d'énergie pour comprimer 3 tonneurs d'intrants. Il faut à peu près 20 à 30 kW électriques. C'est rien du tout. Sachant que dans 3 tonneurs, vous pouvez avoir 3 MW d'énergie. C'est-à-dire vous avez autour de 20 kW juste pour la partie électrique. C'est vraiment rien du tout. Bonjour, merci pour cette présentation. Safwan Al-Ayoubi de la société Suez. Vous avez défini ces deux technologies, la pyrogazéification et la gazéification hydrothermale, comme des technologies thermochimiques. C'est quelque chose qui est différent par rapport à l'incinération qui a été décrite par Sictom. De point de vue réglementaire, comment c'est défini actuellement en France? Et est-ce qu'il y a des actions précises pour faire évoluer ce cadre réglementaire? Alors le cadre réglementaire technique, c'est un vrai sujet. Si c'est ça votre question?
Oui, voilà. C'est un vrai sujet parce qu'effectivement, par rapport à la pyrogazéification, il y a un peu un vide. Et donc, pour l'instant, on se réfère au traitement au traitement de déchets et à l'incinération, donc à les installations de combustion, suivant les... Il n'y a pas de rubrique installation classée. Oui, voilà. Et par contre, dans le cadre du club pyrogazéification de la T2E, il y a un travail qui est fait réglementaire et on est en discussion avec l'INERIS pour travailler justement à une adaptation ou en tout cas à un meilleur calage. On ne sait pas si on va avoir une réglementation, une ICPE spécifique, mais en tout cas pour avoir des solutions de traitement de ces dossiers de réglementation technique les plus adaptés et les plus conformes en termes de sécurité et en termes de gestion de tous ces effluents. Ce travail-là, il est fait complètement en cohérence avec l'appel à projet qui va être mis en place parce qu'effectivement, il doit être fait pour pouvoir accueillir ces premières installations commerciales de production. Donc c'est un peu un travail à marche forcée, mais qui est plutôt salutaire et qui est plutôt bien synchronisé. Ouais. Pour la gazéification thermale, c'est un peu pareil. On est également dans une conversion thermochimique et dans la réglementation française, il n'existe rien pour ce type de procédé. Et voilà, l'administration, elle se réfère à l'incinération, aux rubriques pour les familles, rubrique 73 et quelque chose, ou 29 en fonction de la typologie des déchets, s'ils sont biomasse ou plus fossiles. Et pour vraiment faire avancer le schmilblick, vous êtes obligé d'avoir des projets concrets et démontrer la performance de la technologie. Et ben c'est justement la pyrogazéification qui va être la première à démontrer ça, mais elle est suivie de près de la gazéification inthermale et on se battra ensemble pour que les choses avancent et que l'administration nous ouvre le potentiel à ces deux filières. Je pense qu'il faut être optimiste là-dessus, puisque il se trouve que moi j'ai fait partie de ceux qui se sont beaucoup battus pour la filière biométhane. Dans une vie antérieure, j'ai fait une usine de méthanisation alors qu'il n'y avait pas de rubrique installation classée pour la méthanisation. Et l'usine de l'île Métropole, elle existe, elle fait du biométhane qui est injecté dans le réseau. Donc il faut aussi garder l'espoir, on finit par y aller, par y arriver. À l'époque, on avait toute la grande maison gaz de France contre nous. On y est arrivé. Donc il faut aussi garder espoir. Après, moi je trouve que la prudence aussi de l'administration centrale, c'est quand même un atout pour la filière, parce que c'est aussi, il n'y aurait rien de pire que d'avoir une contre-performance sur une techno comme ça. Et donc je pense que, moi je fais partie de ceux qui pensent que les référentiels des rubriques 29 qui sont liés à l'incinération, restent une bonne référence. Il faut partir de ça et ensuite amener les preuves à l'administration qu'il y a un certain nombre de sujets qui ne s'appliquent pas et qu'on peut alléger et pas faire l'inverse. Si on fait l'inverse, on va se planter. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut apporter la preuve que tout ça tient la route. Mais on y arrivera. Il y a bien eu dans la loi sur l'accélération des énergies renouvelables le principe même d'injection des gaz de synthèse dans le réseau. Alors il n'y a qu'une phrase. Il n'y a pas le corpus technique derrière pour savoir comment concrètement on va faire. Mais ceci dit, c'est déjà écrit. Et moi, je vous renvoie à ce qu'on a connu en 2007, 2008, 2010, quoi. Et maintenant, pour tout le monde, ça pose pas de problème. On sait comment on fait une usine de méta, on appelle GRDF ou GRT Gaz, on signe un contrat, on met le matos qu'il faut, et puis tout ça, ça roule. Et c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on finira par y arriver. C'est obligé. Voilà, une toute dernière question, parce qu'après, on doit vraiment partir. Bonjour, Jean-Luc Chaumont, Ville de Valence. Est-ce que vous pourriez nous dire quel serait le volume minimum d'intrants à traiter pour que ce soit rentable? Et deuxièmement, est-ce que dans le bilan énergétique, vous prenez en compte la préparation des soupes? Parce que du bois, s'il faut le mettre en soupe avant d'arriver dans l'installation, il y a une préparation. Et est-ce que c'est pris en compte dans le bilan énergétique? Alors, la question des débits, enfin des volumes minimums. Pour la filière pyrogazéification pour injection, il faut au moins un 10 kilotonnes de déchets par an avoir à traiter parce que effectivement en dessous, il y a pas de, enfin le prix du mégawattheure injecté deviendrait un peu prohibitif
Et donc, il faut au moins quand même avoir un minimum. Il y a quand même 2 briques technologiques importantes. Et donc, du coup, effectivement, il faut ça. Pour l'injection, en tout cas. Ça, c'est la première question. Et sur le bilan énergétique, la préparation, c'est ça? Alors, tout va dépendre, mais normalement, la préparation, depuis même le transport, hein, la sélection, le transport des intrants, dans tout ce qui est analyse de cycle de vie, tout le cycle est pris en compte. Et donc, du coup, tout est pris en compte dans l'analyse d'abattement de gaz à effet de serre. Bien. La pyro, ça. Ouais. Là. Et moi, je n'ai pas du morphine. Alors, c'était le débit, le volume. Ah oui, le volume minimum pour la gasification entamale, à la limite, ça dépend de l'intrant. Plus l'intrant est riche, plus vous pouvez descendre en taille. On va dire le mini, je l'estime à 2 tonneurs, ça veut dire à peu près 16 000 tonnes l'année, avec un intrant type solvant qui sont encore énergétiquement très riches. Si vous montez en bout de station d'opération, qui sont moins riches en énergie, on est plutôt 3-4 tonneurs, quoi. Voilà, c'est les cas. On doit malheureusement s'arrêter ici. Je vous remercie pour votre venue. Je remercie chaleureusement nos intervenants de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Et merci pour vos questions. Et bonne journée.